Bonsoir à vous tous. Je suis ravi de commencer cette série de cours sur le temps. J'en assurerai trois, comme vous savez. Ensuite, ou parallèlement à ce que je ferai, Jean-Michel Beignet interviendra plutôt en philosophe, Marc Lachaiseret plutôt en astrophysicien ou en cosmologiste, et Daniel Rapoport plutôt en sociologue qui analyse nos rapports au temps, qu'ils soient collectifs ou individuels. Ou même, je pense qu'elle parlera également du rapport que nous avons au temps dans l'entreprise et dans la vie même privée. Alors pour ce qui me concerne, j'ai trois cours à assurer et donc j'ai choisi de les rendre assez différents les uns des autres. Le premier, c'est-à-dire celui d'aujourd'hui, sera consacré à ce que j'appelle le nécessaire effeuillage du temps, qui vient de ce que, à mon avis, nous parlons tous du temps sans gêne particulière. On a l'habitude d'en parler. Et en fait, dès qu'on essaie de mettre un peu d'analyse dans cette habitude, on se rend compte que on se trompe ou qu'on utilise des métaphores qui sont très lourdes de sens, qui trimballent des a priori dont nous n'avons pas conscience. Et donc, essayer de montrer que, en fait, le temps d'une certaine façon, reste tapis hors du langage. C'est-à-dire que les mots ne parviennent pas à véritablement nommer la chose. Et donc montrer aussi que c'est pas tout à fait un hasard, c'est lié au fait que le temps est sans doute un planqué de nature. C'est-à-dire que personne en fait ne l'a jamais vu, ni peut-être même pensé. Simplement, nous envoyons des travestissements partout, sous la forme du mouvement, de la durée, de la répétition, peut-être de la mort aussi, et que ces travestissements du temps ne sont pas le temps. Et donc il va falloir essayer de procéder à ce que les philosophes appellent une démarche apophatique, qui consiste non pas à dire ce qu'est le temps, ce dont je n'ai pas la moindre idée, je vous rassure. Je ne sais pas ce que... Vous ne sortirez pas d'ici en sachant ce que c'est que le temps. Par contre, je pense qu'on aura progressé sur le chemin permettant de savoir ce qu'il n'est pas. Donc on va faire une sorte de philosophie négative consistant à séparer le temps de ce qui n'est pas lui sans être pour autant capable de dire ce qu'il est. Euh, la thèse que j'essaierai de défendre, si vous voulez, c'est que le temps, dans un premier temps, ne doit pas être confondu avec les phénomènes qu'il contient. Or, trop souvent, nous attribuons au temps les propriétés des phénomènes temporels et on confond le contenant et le contenu et on a comme ça un moyen à peu près sûr de se tromper. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que ce qui s'écoule dans le temps n'est pas la même chose que le temps lui-même. Peut-être qu'in fine, une nouvelle physique, comme celle dont parlera Marc Lachaiseret, la physique des supercordes ou autre chose, montreront qu'effectivement, temps et phénomène sont des choses qui sont en fait imbriquées. C'est possible. Mais en tout cas, dans l'état actuel de la physique, ce sont des choses séparées. Et il faut au moins, dans le langage, les séparer pour pouvoir ensuite voir comment elles sont capables d'être réunifiées. Donc ça sera l'objet du premier cours, celui d'aujourd'hui. Ensuite, je crois que nous avons un autre cours qui n'est pas obligatoire pour vous, mais qui l'est pour moi. J'ai signé un contrat, donc je reviendrai le 15 mai parler de la physique plus précisément, la physique du rapport entre la physique et le temps, puisque il me semble qu'on peut affirmer, sans trop prendre de risques, que la physique et le temps ont partie liée. Ça ne veut pas dire que la physique soit la seule science du temps, la seule qui soit légitime à parler du temps, ni qu'elle jouisse d'une sorte de préséance qui lui permettrait d'imposer ce qu'il convient d'en penser. Mais quand même, quand on regarde l'histoire de la physique, notamment celle du XXe siècle, et en fait ça a démarré dès le XVIIe avec Galilée, on se rend compte qu'il y a entre la physique et le temps une forme d'intimité assez singulière et qui fait que depuis que la physique a apprivoisé le temps en faisant une variable mathématique, c'est ce qu'a fait Galilée et ensuite Newton est venu formaliser la chose, eh bien la physique a commencé de dire des choses à propos du temps que nous ne pourrions pas dire sans elle.
C'est-à-dire, personne n'avait parlé du temps newtonien avant Newton. Personne n'a parlé du temps einsteinien avant Einstein, etc. Autrement dit, le fait de s'intéresser à la représentation que les physiciens font du temps nous oblige à regarder le temps d'une autre façon que celle que nous avons l'habitude d'utiliser dans le langage courant. Alors pour ça, il faut faire un travail qui peut-être vous paraîtra fastidieux ou difficile, mais il est d'autant plus nécessaire qu'il est fastidieux et difficile, si vous voulez. C'est que il y a eu des révolutions en physique. Il y a eu la naissance de la physique moderne, qui est donc Galilée, Newton aussitôt après. Il y a eu la relativité, la mécanique quantique, etc., qui ont chacune à sa façon modifié la représentation mathématique du temps. Et pourtant, nous parlons du temps aujourd'hui dans nos conversations exactement comme on en parlait avant Galilée. Autrement dit, ces révolutions de la physique n'ont nullement affecté le langage ou le vocabulaire. On parle du temps exactement. Quand vous lisez un texte parlant du temps d'avant Galilée, eh bien vous comprenez tout parce qu'on en parlait à l'époque exactement comme on en parle aujourd'hui. Et donc il y a une sorte de dissociation entre la façon dont le langage évolue, ou plutôt n'évolue pas, et puis les découvertes ou les révolutions conceptuelles qui sont faites par les physiciens à son sujet. Donc dans ce deuxième cours, si vous voulez, je vous parlerai un petit peu de Galilée, mais surtout de découvertes plus récentes. J'essaierai de vous montrer que la découverte et d'abord la prédiction de l'existence de l'antimatière dans les années 20 et la preuve de l'existence, non pas du temps physique, mais en tout cas de sa partie squelettique qu'on appelle la causalité. La causalité, c'est le fait que les événements ont un ordre qui est obligatoire, ils ne peuvent pas se dérouler dans n'importe quel ordre précisément. Et cet ordre obligatoire des phénomènes, qui est absolu quand ils sont causalement reliés, eh bien c'est ce sur quoi s'appuie la physique de façon très, très, très ferme, si vous voulez. Et cette causalité, elle se décline de façon différente dans les différentes théories. Chez Newton, il y a un certain statut, une certaine représentation de la causalité. Chez Einstein, c'est autre chose. En physique des particules, c'est l'antimatière. En cosmologie, c'est encore autre chose, etc. Autrement dit, la façon dont nous parlons de la causalité peut dépendre de la théorie à laquelle on s'intéresse. Il n'y a pas une seule théorie en physique, il y en a plusieurs. Chacune a décliné l'idée de causalité à sa façon. N'empêche que derrière ce concept de causalité, il y a quelque chose qui, sans doute, est ce que le temps a de plus fondamental. Peut-être d'ailleurs que le temps, c'est la causalité. C'est une chose qu'on discutera. C'est par exemple le point de vue de Marc Lachéseret, donc je le laisserai le développer lui-même, mais c'est une piste extrême, si vous voulez, qu'on peut suivre à la lumière de résultats assez récents de la physique. Voilà pour le 15 mai, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire et de tout dire, mais en tout cas, ce sera des pistes qui seront évoquées. Pour le 22 mai, j'ai choisi de parler du lien qui est constamment évoqué entre temps physique et temps psychologique. C'est une tarte à la crème de dire qu'il y a un temps physique et un temps psychologique. C'est même une ritournelle. Il y a plusieurs temps, chacun a son temps, patati patata. Einstein lui-même, dans sa discussion avec Bergson qui s'était passée en 1922, quand il était venu au collège de philosophie, Einstein avait dit à Bergson, il n'y a pas un temps des philosophes, il y a un temps psychologique différent du temps des physiciens. Donc Einstein lui-même pensait qu'il y avait deux sortes de temps, le temps physique et le temps psychologique. Et au premier abord, on ne peut que lui donner raison. Il semble bien effectivement qu'il existe un temps de la conscience qui est radicalement différent du temps qu'indiquent les montres ou les horloges. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons des montres au poignet. Nous avons une montre au poignet parce que notre conscience n'est pas pertinente ni habilitée à nous donner l'heure qu'il est. Et donc constamment, le regard sur l'horloge permet de corriger les indications sommaires que nous donne notre conscience, notre psychologie, notre âme, pour parler comme Saint-Augustin. Bref, il y a une deuxième source de rapport au temps qui semble être autonome par rapport au temps physique. Et donc c'est cette idée qui est constamment évoquée, sans être jamais trop critiquée, qui consiste à dire que le temps psychologique serait comme une sorte de second temps, de deuxième temps, qui évoluerait en marge du temps physique. Donc dans un premier temps, j'essaierai de définir les propriétés du temps psychologique pour voir en quoi elles s'opposent à celles du temps physique.
Et puis, je poserai la question qui terminera mon cours et qui est la suivante. Est-ce que ce que nous appelons le temps physique n'est pas en fait la simple manifestation de notre rapport subjectif au temps physique? Autrement dit, plutôt que de dire il y a deux temps, le temps physique et le temps psychologique, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas dire il y a un temps physique vis-à-vis duquel, ou dans le rapport que nous avons avec lui, nous mettons de la psychologie? D'accord? Ce qui n'est pas du tout la même chose. Dans le deuxième cas, vous avez un seul temps et un rapport psychologique qui crée des modulations dans la conscience par rapport à ce temps-là. Et dans l'autre cas, vous avez, dans le premier cas, la première hypothèse, vous avez deux temps complètement différents dont il faudra expliquer un jour comment ils sont liés, s'ils sont liés. Donc voilà pour le programme. Je ne sais pas si ça vous avait été distribué, si vous aviez connaissance de ces trois thèmes. Enfin, je vous les donne et je vous laisserai copie des petits résumés que j'avais préparés pour les présenter. Alors donc, j'en viens à ce premier cours sur le nécessaire effeuillage du temps. D'abord, je voudrais rappeler une anecdote. Les historiens des sciences s'accordent à dire que la physique moderne, celle qu'on appelle moderne, c'est-à-dire celle qui a permis d'avoir sur le monde une puissance incommensurablement plus grande que celle que donnait la physique d'Aristote, par exemple, mais cette physique moderne, elle est née au tournant du XVIe et XVIIe siècle, c'est-à-dire autour de l'année 1600, quand Galilée, pour la première fois, a utilisé le paramètre temps, la variable temps, donc le petit t dont on a l'habitude depuis à peu près 4 siècles, pour rendre compte d'une loi physique. Auparavant, personne ne l'avait fait. C'est-à-dire personne n'avait eu l'idée de décrire une loi physique, une loi de la nature, comme on disait à l'époque, à l'aide de la variable temps. Ça peut paraître étonnant, mais il faut voir que, par exemple, dans la physique d'Aristote, le temps comme paramètre n'intervient pas. Alors, aucune loi de la physique n'était exprimée en termes d'évolution par rapport à cette variable temporelle. Et comme vous le savez sans doute, l'expérience qui a, ou plutôt le raisonnement, qui a conduit Galilée à utiliser ce paramètre temps, c'est la chute des corps. La loi de la chute des corps qui est fondatrice de la physique moderne, c'est la première loi qui utilise explicitement la variable temporelle. Qu'est-ce que dit Galilée? Il dit la vitesse d'un corps qui tombe est proportionnelle à la durée de sa chute. Plus il tombe depuis longtemps, plus il va vite. C'était une loi, c'est la loi de la chute des corps dans le vide, qui reste vraie même en relativité générale, si on peut dire, et qui est une loi qui montre à quel point ce qu'on a appelé la coupure galiléenne était intense, parce que ça décrit un mouvement ou un type de mouvement que personne n'a jamais observé. Parce que quand on observe la chute des corps autour de nous, eh ben on voit une vérification pratiquement immédiate de la loi aristotélicienne de la chute des corps. Aristote disait plus un corps est lourd, plus il tombe vite. Et c'est effectivement ce qui se passe. Une boule de pétanque tombe plus vite qu'une balle de ping-pong. Tout le monde sait ça. Même un ancien ministre que vous connaissez bien de l'Éducation nationale est tombé dans le panneau. D'accord ? Donc autour de nous, on voit une loi de chute des corps qui est dépendante de la masse des corps. Or, ce que dit Galilée, c'est non, ça n'en dépend pas. Tous les corps, quelle que soit leur masse, tombent de la même façon. Le fameux kilo de plume, kilo de plomb tombe de la même façon. D'accord ? Donc, ce n'est pas seulement la masse qui compte, c'est aussi indépendant de la nature des corps. De l'or va tomber comme du zirconium, qui lui-même va tomber comme de l'étain, etc. Donc, la nature même du corps n'a aucune incidence sur la façon dont il chute. Ni son poids, ni sa texture, ni sa nature ne jouent sur la façon dont il tombe. Alors, pour démontrer ça, Galilée a, dit-on, fait l'expérience de la tour de Pise, etc. Évidemment, c'est faux. D'accord ? Puisque s'il avait fait l'expérience, il aurait obtenu, là encore, une validation de la loi d'Aristote. S'il avait fait ça en convoquant les profs de Sorbonne ou de la Sorbonne locale, en leur disant « je vais vous montrer qu'Aristote s'est trompé », le résultat aurait été assez ridicule pour lui.
D'accord? Parce que la loi d'Aristote, c'est ce que nous observons. Et le génie de Galilée, c'est en cela qu'il a été le pionnier en la matière, c'est d'expliquer un mouvement qu'on voit pas, qu'on observe, à partir d'un principe qu'on ne voit pas. D'en rendre compte de la chute des corps telle que nous l'observons, à partir d'une loi de la chute des corps qui est impossible à observer autour de nous. Simplement, ce qu'a fait Galilée, c'est non pas une expérience, il en a fait quelques-unes, mais ça a été de montrer que la loi d'Aristote était contradictoire avec elle-même. Chose que personne n'avait vue pendant 2000 ans. La loi d'Aristote était connue, enseignée, etc. Et personne n'avait remarqué qu'elle ne pouvait pas être vraie puisqu'elle contenait des conclusions, elle aboutissait à des conclusions qui étaient contradictoires. Pour une raison très simple. Imaginez qu'Aristote ait raison. Donc un corps massif va tomber plus rapidement qu'un corps léger. Bon. Donc vous prenez un corps léger, puis un corps massif. Bon, vous faites l'expérience et ça confirme Aristote. Ensuite, vous mettez une ficelle entre les deux corps. L'ensemble que forment ces deux corps est plus lourd que le corps le plus lourd des deux. D'accord? Donc l'ensemble qu'ils forment va tomber plus rapidement que le plus lourd des deux corps. C'est encore une fois Aristote qui dit ça. Mais en même temps, si je reprends Aristote et si ce système, je le conçois comme deux systèmes séparés qui sont reliés par une corde, bah la petite masse va freiner la plus grosse. Donc l'ensemble qu'elle forme, ces deux masses, va tomber plus lentement que la plus grosse. Et vous voyez donc que l'utilisation ou l'application de la loi d'Aristote à un système composé d'une masse lourde et d'une masse légère aboutit à deux conclusions contradictoires l'une avec l'autre, ce qui est quand même un comble pour le père du tiers exclu, de la logique du tiers exclu, en disant que A et non A ne peuvent pas être vrais simultanément. Donc Aristote s'est pris les pieds dans le tapis, il est tombé dans une sorte de faillite du principe logique qu'il avait érigé en absolu. Et donc Galilée plutôt a inventé sa loi de la chute des corps en disant que la seule façon de résoudre le paradoxe posé par l'application de la loi d'Aristote à la chute des corps était de supposer que tous les corps, quelle que soit leur masse, tombent de la même façon. La petite masse comme la grosse, de sorte qu'il n'y a plus de contradiction. Et c'est ça la loi moderne, si vous voulez, de la chute des corps. Et pour la petite histoire, et on m'a demandé de raconter des petites histoires, donc je raconte une. Vous savez qu'on ne savait pas jusqu'à récemment à quelle date Galilée, pour la première fois, a énoncé cette loi qui a été donc fondatrice de la physique moderne. Dans un livre qu'il a écrit en 1590, qui s'appelle Sur le mouvement, eh bien, il ne parle à aucun moment de la chute des corps. Donc, il n'avait sans doute pas découvert cette loi. Dans son autre livre, le plus célèbre de 1632, donc à peu près 40 ans après, le fameux dialogue des deux principaux systèmes du monde, il énonce la loi de la chute des corps d'une façon extrêmement claire. Donc, c'est sans doute pas la première fois qu'il l'énonce. Et entre ces deux livres, on trouve des milliers de pages de brouillons rédigés par Galilée, dans lesquels il décrit des expériences de pensée analogues à celles que je viens de raconter, ou bien des petites expériences sur des plans inclinés, ou bien des calculs, ou bien des observations, des réflexions, etc. Mais aucune de ces pages n'est datée, parce que Galilée ne datait pas ces brouillons scientifiques, dont on ne sait pas comment les placer chronologiquement, et on ne sait pas à quelle date il a pour la première fois énoncé la loi de la chute des corps. Jusqu'à ce que des physiciens italiens de l'université de Florence ont décidé de reprendre tous ces brouillons et de les mettre dans un faisceau de protons à 200 MeV. Donc vous les mettez dans un faisceau de protons fabriqué par un accélérateur de particules et vous arrangez pour que le faisceau tape sur l'encre laissée sur les manuscrits. Et dans ce cas-là, il y a un processus bien connu qui est un processus de diffusion. Les protons vont émettre des rayons X dont l'énergie, dont le spectre est lié de façon très sensible à la composition chimique de l'encre, ou de la cible en général. Et donc en mesurant le spectre des rayons X formés par l'impact des protons sur les brouillons, eh bien on a connaissance de la composition chimique de l'encre. Et comme à l'époque on n'avait pas la norme ISO 9000 je ne sais pas combien, et que Galilée se faisait livrer son encre à peu près une fois par an sous forme de poudre, qu'il ensuite diluait dans l'eau, eh bien, d'une année sur l'autre, la poudre n'était pas la même, la composition chimique changeait. Et on a pu, comme ça, en faisant le pari métaphysique, parce qu'il n'y a aucune preuve, que Galilée utilisait la même encre pour ses brouillons scientifiques que pour ses brouillons
de comptabilité, parce qu'il était directeur de labo, hein, donc tous les ans, il devait rendre des écrits de comptabilité. On a pensé qu'il utilisait la même encre, et on a pu, comme, et ces écrits de comptabilité étaient datés, évidemment, c'est obligatoire. On a pu montrer qu'en fait, c'est en 1604 qu'il a énoncé pour la première fois la loi de la chute des corps, ce qui veut dire qu'on va bientôt fêter le 4e centenaire de la physique moderne. Bon. Alors, ensuite, Newton est arrivé à formaliser le concept de temps physique que Galilée n'avait pas défini, et on s'aperçoit que ce temps physique, brutalement, il acquiert des propriétés, ou un statut, si vous voulez, qui n'est pas du tout celui que nous lui attribuons dans la langue courante. D'abord, on définit un temps physique, c'est du moins ce que Newton fait, sans avoir défini le temps. Alors évidemment, il y a des définitions du temps. Vous en trouvez partout dans tous les bouquins. Mais en fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire que toutes les définitions du temps que vous pouvez trouver, en réalité, sont des métaphores du temps, ou des tautologies pour dire le temps, c'est-à-dire que ce ne sont pas des définitions. Parce qu'on a ce qu'on appelle une définition, pour un concept ou une chose, ça consiste à rapporter cette chose à quelque chose qui lui est plus fondamental. Or, il n'y a rien de plus fondamental que le temps. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rapporter le temps à quelque chose qui serait premier par rapport au temps. Dans les théories modernes, dont je parlerai peut-être un petit peu, il y a peut-être la causalité. Mais en tout cas, dans la physique pratiquée aujourd'hui, le temps est considéré comme un concept premier, de sorte primitif, comme disait Blaise Pascal. De sorte que si vous reprenez toutes les définitions qui ont été proposées pour le temps, celle d'Aristote, le temps c'est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après, celle de Platon, le temps c'est l'image mobile de l'éternité immobile, celle de Giono, le temps c'est ce qui passe quand rien ne se passe, c'est une définition assez subtile, le temps c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Même s'il ne se passe rien, il y a quand même un truc qui passe et qui est le temps. Mais vous voyez que c'est des définitions intéressantes qui prennent des points de vue. Par exemple, le point de vue de Platon consistant à dire que le temps, c'est l'image mobile de l'éternité immobile. Vous voyez que c'est un peu ridicule parce que dans l'idée de mobilité, il y a déjà l'idée de temporalité. Donc, ce n'est pas une définition du temps, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais si vous êtes platonicien, et Platon était platonicien, ça prend un certain sens. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer que, par exemple, les lois physiques ou les lois de la nature sont dans une espèce d'empirée des idées pures, et elles organisent dans leur éternité l'histoire du monde. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer que les équations de la relativité générale, ou bien les équations d'une cosmologie plus large ou plus complète, sont là de toute éternité, et finalement, l'histoire de l'univers n'est qu'une actualisation de ce que contiennent ces équations, si vous voulez. Donc on peut reformuler la thèse de Platon d'une façon un peu plus moderne, si vous voulez. N'empêche que la définition qu'il donne n'est pas en fait une définition du temps, c'est une forme de tautologie. Idem pour Aristote, si vous dites que le temps c'est le nombre de mouvements selon l'avant et l'après, dans l'idée d'avant et d'après, il y a déjà l'idée de chronologie, donc l'idée de temps est déjà là, donc c'est pas une définition. De même pour Giono, le temps est ce qui passe quand rien ne se passe. Dans l'idée de passage, il y a l'idée de temporalité en acte, et donc il y a du temps qui est déjà là. Donc vous définissez en fait le temps à partir de lui-même. Donc on est un peu piégé par le vocabulaire, et il faut donc se résoudre à discuter du temps sans être capable de le définir. Et d'ailleurs, ce n'est pas nécessaire de le définir. Vous êtes venu ici, vous avez vu qu'il y avait un cours sur le temps, et vous comprenez de quoi il s'agit, de quoi on va parler en tout cas, sans qu'il soit nécessaire de préciser davantage ce qu'on appelle le temps. Et c'est donc bien une notion primitive au sens où on la comprend comme ça, comme si elle était une espèce d'a priori de notre sensibilité, comme disait Kant, c'est-à-dire c'est quelque chose sans lequel nous ne pouvons rien dire sur le monde. Donc il y a une espèce de grille de lecture a priori qui est en nous et que nous projetons sur les phénomènes pour pouvoir les dire. Bon, alors quand le vocabulaire est un petit peu en panne, comme c'est le cas avec le temps, il y a toujours des images, des métaphores qui viennent à la rescousse et qu'on utilise avec l'idée qu'elles, au moins, vont non pas nous permettre de définir le temps, mais vont nous permettre de sentir ce qu'il est. Et dans le cas du temps, la métaphore qui vient aussitôt à l'esprit, depuis Héraclite, c'est la métaphore du fleuve.
Le temps passe comme un fleuve coule. Alors, c'est une métaphore qui est en fait le meilleur moyen de poser beaucoup plus de questions insolubles qu'on ne prétend en résoudre en l'utilisant. Déjà, avec cette idée de passage, quand on dit que le temps passe, et on dit tous que le temps passe, et c'est une idée qui, évidemment, va de soi. Personne ne conteste le fait que le temps a comme propriété fondamentale de passer, comme un fleuve. Il s'écoule du passé vers l'avenir comme un fleuve s'écoule de l'amont vers l'aval. Mais en fait, dire que le temps passe, sous prétexte qu'il fait se succéder le futur, le présent et le passé, est-ce que c'est vraiment la bonne façon de dire les choses? Parce qu'en fait, le temps, il ne cesse jamais d'être là, à faire son travail de temps qui est de transformer chaque instant présent en un nouvel instant présent. Donc ce travail du temps ne cesse jamais d'être accompli. Et donc de ce point de vue-là, si j'appelle temps ce qui fait que ça passe, alors le temps, lui, ne passe pas. Et on peut se demander, et c'est d'ailleurs tout un courant philosophique qui est là derrière, si le temps, le mot temps, n'a pas été inventé simplement pour dire le passage du monde. Ça n'est pas le temps qui passe, c'est le temps qui fait tout passer, y compris l'univers lui-même, nos vies, etc. C'est le poème de Ronsard, si vous voulez, le temps ne passe pas, madame, etc. Où il y a même un poème chinois qui dit, je vais vous le citer, qui dit les choses encore mieux. Moi, je crois que c'est une phrase du genre pour le temps, ce sont les hommes qui passent. D'accord. Donc vous voyez que cette idée de passage du temps est une idée problématique. Il se pourrait bien qu'en fait, le temps ne passe pas. D'accord. Alors ça, c'est la première critique qu'on peut faire à l'égard de la métaphore du fleuve. Il y en a une deuxième, qui est que dans le cas du fleuve, on voit bien quel est le moteur de l'écoulement du fleuve, c'est la gravité. C'est le fait que l'amont est plus haut que l'aval, et donc il y a une force de gravité qui fait que le fleuve s'écoule dans un sens bien défini. Mais dans le cas du temps, c'est quoi le moteur? Qu'est-ce qui fait que demain va finir par devenir aujourd'hui? Parce que demain, on sera aujourd'hui. D'accord. Donc, qu'est-ce qui fait que ça avance? Quel est le moteur du temps, pour reprendre le vocabulaire que j'utilisais tout à l'heure? Est-ce qu'il faut imaginer qu'il y a une sorte de déclivité qui fait qu'aujourd'hui est plus élevé que demain? Donc, ça va couler comme coule un fleuve d'aujourd'hui vers demain. En fait, cette question-là, la physique ne l'aborde pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, la physique ne permet pas de dire ce qui fait que ça avance. Il y a des nouvelles pistes dans les théories les plus audacieuses qui sont discutées aujourd'hui qui permettront peut-être de répondre à cette question. Marc Légevray en parlera un petit peu. On peut par exemple imaginer que ce soit la causalité qui soit première par rapport au temps et qui soit en quelque sorte le moteur de l'écoulement du temps. Mais dans les théories dont moi je vais vous parler, qui sont celles qu'on utilise aujourd'hui pour faire de la physique des particules par exemple, la question du moteur du temps n'est pas traitée. C'est-à-dire que nous prenons acte du fait qu'il y a un écoulement du temps. On sait qu'il est problématique pour les raisons que j'ai indiquées. Est-ce qu'il passe vraiment? Non, puisqu'il est toujours là à faire son travail de temps. Mais bon, ce qu'on veut dire par l'écoulement du temps, c'est qu'il est impossible de rester au même instant dans le temps. Hein, ce cours du temps par lequel on manifeste cet écoulement est là simplement pour signifier que vous ne pouvez pas choisir votre position dans le temps, alors que vous pouvez la choisir dans l'espace. Et donc on trace une flèche, on met une petite flèche sur l'axe qu'on a tracé plutôt, et cette flèche est censée signifier que ça avance. Mais pourquoi ça avance et qu'est-ce qui fait que ça avance? C'est ça la grande question du temps, et c'est une question que la physique, comme je viens de le dire, n'aborde pas vraiment. Parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, la physique est devenue une discipline puissante, avec Galilée et les autres, non pas parce qu'elle répond à toutes les questions qu'on peut se poser, mais au contraire parce qu'elle a limité ses ambitions. C'est-à-dire que la physique est devenue puissante parce qu'il y a un certain type de questions qu'elle s'est choisies et auxquelles elle prétend pouvoir
adapter ou adopter une démarche particulière qui est la sienne, et puis il y en a d'autres dont elle dit qu'elles ne sont pas de son ressort. Et parmi les questions que Galilée considère comme étant en dehors du champ de la physique, il y a précisément la question de la nature du temps, qu'il laisse en pâture aux philosophes. Et donc Galilée dit, mon souci, ça n'est pas de dire ce qu'est le temps, je n'en sais rien, on s'étripe là-dessus depuis 2000 ans et personne ne résoudra jamais cette question. Mon souci, c'est de voir comment je peux le représenter mathématiquement pour en faire une variable pertinente qui me permet d'extirper du réel certaines lois physiques qui le concernent. Bon, autre problème avec le fleuve, c'est la fameuse histoire du lit, ou des berges, si vous voulez. Un fleuve, il s'écoule dans un lit, avec des berges autour. Okay. Pour le temps, c'est quoi les berges? Et c'est quoi le lit? Dans quoi le temps s'écoule-t-il s'il s'écoule? Si vous estimez que le temps s'écoule dans quelque chose, ça voudra dire que ce quelque chose dans lequel il s'écoule ne s'écoule pas. Et donc, penser l'écoulement du temps comme celui d'un fleuve, ça vous conduit paradoxalement à imaginer le non-temps, c'est-à-dire quelque chose dans lequel le temps s'écoule. Et du coup, tout n'est pas dans le temps puisqu'il a une extériorité qui n'est pas soumise à son propre écoulement. D'accord ? Donc à partir du moment où vous commencez à dire que le temps c'est comme un fleuve, vous avez cette question de dans quoi il s'écoule qui devient problématique. Vous ne pouvez plus penser l'écoulement qu'en termes de non-temps. Comme si le temps était d'emblée rivé, au sens propre et au sens dérivé, si vous voulez, au non-temps. Alors c'est une question qui paraît bête, évidemment, mais en réalité, si vous lisez Einstein ou si vous lisez aujourd'hui Thibaut d'Amour, vous avez cette idée-là, que le temps, en fait, l'impression que nous avons que le temps passe n'est qu'une illusion. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut concevoir non pas le temps, mais l'espace-temps, qui est une structure sans histoire, dans laquelle, qui fabrique, si vous voulez, une espèce de territoire qui est déjà là, en tout cas qui est là de toute éternité. Et c'est notre propre trajectoire d'observateur dans ce territoire qui est déjà là, qui crée l'illusion du passage du temps. Donc, si vous voulez, dans ce contexte-là, c'est des idées qu'on peut, si vous voulez, asseoir sur des considérations de relativité générale. Ce sont nous, les observateurs, qui sommes les moteurs du temps. C'est nous, observateurs, qui déroulons notre propre histoire dans un territoire qui n'a pas d'histoire et qui avons, de ce fait, l'impression que le temps passe. D'accord ? Donc c'est une première idée, si vous voulez. C'est l'idée que finalement, le futur existe déjà dans l'avenir. Le futur est déjà là dans l'avenir et nous allons le retrouver en parcourant notre ligne d'univers, comme le font tous les objets auxquels la relativité générale donne un statut. D'accord ? Ça, c'est la première idée, c'est de dire que le temps se déploie en fait dans quelque chose. Et puis il y a une autre idée qui consiste à dire qu'en fait, à chaque instant qui passe, le temps reproduit le monde. C'est-à-dire que le temps, en fait, se déploie dans le vide. Au lieu d'être une trajectoire comme un fleuve dans quelque chose qui est déjà là, il est constamment en train de recréer sa réalité. Donc le monde existe à l'instant t, et puis le temps fait qu'il va réexister à peu près à l'identique à l'instant t plus delta t, etc. Donc je ne prétends pas que la physique puisse trancher ces deux questions, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elles cohabitent. C'est-à-dire qu'on peut faire une lecture de la physique moderne qui privilégie plutôt la première hypothèse, le futur est déjà là, et puis on peut aussi faire une lecture plus bergsonienne, si vous voulez, qui consiste à dire que le présent est constamment recréé en sortant du vide, d'une certaine façon. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que tous les physiciens qui sont plutôt dans la mouvance einsteinienne, c'est-à-dire les gens qui font plutôt de la cosmologie, font plutôt la première lecture, et que les gens qui font des particules ont en général tendance à privilégier la deuxième lecture, sans qu'il soit autorisé ou pertinent de vraiment trancher entre les deux hypothèses, qui correspondent peut-être d'ailleurs à des questions qui sont mal posées. Alors pour finir avec cette histoire du fleuve, il y a une troisième question qui est source d'embarras, qui est la question de la vitesse.
Nous disons tous que le temps passe de plus en plus vite, que le temps s'accélère, etc. Vous connaissez la ritournelle. Ce qui sous-entend que le temps a une vitesse. D'accord. Quand on dit que le temps passe de plus en plus vite, on sous-entend que le temps a une vitesse d'écoulement. Et qu'on emprunte directement à cette métaphore du fleuve. Un fleuve, il a effectivement une vitesse d'écoulement par rapport aux berges. Donc on a le droit de parler de la vitesse d'écoulement d'un fleuve, et donc on transpose ça au temps en disant le temps a une certaine vitesse. Alors essayez de penser ce qu'est une vitesse. Le temps, il fait quoi? Il avance de 24 heures chaque jour. D'accord. Ça veut dire que le temps avance de 24 heures toutes les 24 heures. Donc dès que vous essayez de définir la vitesse du temps, vous tombez sur une tautologie. Pour une raison très simple, c'est qu'une vitesse, en physique, c'est une dérivée par rapport au temps. C'est une dérivée par rapport au temps. Donc vous ne pouvez pas en fait définir la vitesse du temps par rapport à lui-même. D'accord. Donc vous voyez que la notion même de vitesse du temps est une notion qui en fait n'a aucun sens. Alors qu'on lui en attribue une. Alors je sais bien, vous allez me dire, mais parfois le temps nous paraît couler plus vite que dans d'autres moments parce qu'on ne s'ennuie pas, parce qu'on vit passionnément, etc. Donc on a l'impression que le cours du temps est accéléré par rapport à des périodes d'ennui où il nous semble ralenti. Certes, mais ça c'est notre rapport au temps qui subit une certaine forme d'élasticité, ça n'est pas le temps lui-même. Et ce n'est pas parce que l'aiguille de nos montres a un mouvement qui lui a une vitesse que le temps lui-même a une vitesse. Il ne faut pas confondre un mouvement dans l'espace et le mouvement du temps. Donc vous voyez que toutes ces métaphores que nous utilisons très facilement et sans trop nous interroger pour parler du temps, en fait, sont toujours problématiques. Alors, je te disais en préambule que très souvent, nous confondons par le vocabulaire le temps avec les phénomènes temporels. Autrement dit, nous attribuons au temps les propriétés des phénomènes qui se déroulent dans le temps. L'exemple le plus classique, j'en reparlerai la prochaine fois, c'est l'idée que le temps est cyclique. Nous observons autour de nous des phénomènes cycliques, l'alternance du jour et de la nuit, la rotation de la Terre autour du Soleil, le tiers provisionnel, des trucs comme ça qui reviennent à date fixe. Donc il y a des cycles autour de nous. Et nous en déduisons nous-mêmes que puisque le temps ramène des phénomènes à l'identique, c'est qu'il est lui-même cyclique. Et je vous montrerai la prochaine fois que c'est impossible de penser que le temps est cyclique. Ça n'est pas parce que quelque chose répète une trajectoire dans l'espace que le temps lui-même revient au point de départ. Quand la Terre a fait un tour autour du Soleil, elle est revenue à son point de départ, ça ne veut pas dire que le temps lui-même est revenu à son point de départ. D'accord. Donc, il y a des raisons très profondes qui sont justement liées à la causalité dont je parlais tout à l'heure, qui interdisent au temps d'être cyclique. Et pourtant, quand quelque chose se répète, et ben nous disons, c'est l'histoire qui se répète, qui repasse les plats, etc. Le temps est cyclique. D'accord. Donc, vous voyez qu'il y a un exemple très simple à comprendre de confusion entre une propriété de certains phénomènes temporels et puis le temps lui-même. Et ça, on verra que c'est un empoisonnement général. C'est-à-dire que les biologistes vont vous dire qu'il y a un temps biologique. Les géologues vous diront qu'il y a un temps géologique. Les psychologues vous diront qu'il y a un temps psychologique, etc. Autrement dit, nous allons inventer autant de temps qu'il faut pour rendre compte de la multiplicité des phénomènes temporels. Je sais bien qu'il y a des phénomènes géologiques qui ont des temporalités qui leur sont propres. Pour faire une couche de sédiments, il faut un certain temps qui n'est pas le temps que met une particule à se désintégrer. Donc il y a une temporalité des phénomènes géologiques qui peut être différente de la temporalité des phénomènes physiques. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille inventer l'idée d'un temps géologique. Il y a des durées géologiques. Ça ne veut pas dire qu'il y a un temps géologique. D'accord ? Donc ça m'amène à un autre point que je souhaite développer, qui est de montrer que le temps et la durée ne sont pas du tout la même chose. Le temps, c'est ce qui fait qu'il y a de la durée. Donc c'est ce qui va permettre à chaque instant de se prolonger en une continuité temporelle que nous appelons la durée. Mais le temps, ça n'est pas la durée. Je veux dire par là que, par exemple, on n'a pas le droit de dire que nous mesurons le temps. Nous mesurons des durées. Quand nous regardons notre montre, ce que nous voyons, c'est la spatialisation de la durée par le biais d'un mouvement. Et cette spatialisation de la durée par le biais d'un mouvement n'est pas la même chose que le temps conçu en tant que moteur qui fait que
il y a de la durée qui se crée. C'est pas du tout la même chose. Le fait de regarder sa montre ne nous dit pas ce qu'est le temps. Elle permet simplement de mesurer des durées. Au passage, cette notion de durée qui nous semble extrêmement familière, quand vous y réfléchissez un petit peu, elle est problématique. C'est peut-être même une des notions les plus difficiles à penser. On l'a rendue familière par un tour de passe-passe qui consiste à dire que finalement une durée est pour le temps ce qu'une longueur est pour l'espace. Donc dans l'espace, on peut voir des longueurs. Par exemple, la longueur de cette table, c'est quelque chose qui m'est présent. Je peux voir devant moi cette longueur, la mesurer, etc. Elle m'est présente entièrement à un instant donné. Donc on pourrait dire que la longueur d'un objet, c'est presque un objet. C'est quelque chose que je peux toucher, que je peux mesurer, qui m'est présent intégralement. Est-ce que c'est vrai pour la durée? Non, puisque par définition, une durée, c'est quelque chose qui n'existe pas intégralement dans le présent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas montrer une durée, puisque par définition, elle va contenir des instants successifs qui ne coexistent pas ensemble. D'accord? Donc la durée, c'est quelque chose qui est en fait absent. Et quand vous avez cette idée en tête, vous pouvez vous demander ce qu'est en fait une heure. Essayez de vous demander qu'est-ce que c'est qu'une heure, sans en passer par le biais d'une spatialisation, la montre, le truc, les gadgets. Essayez de vous demander c'est quoi une heure. Tous les éléments, c'est-à-dire tous les instants qui constituent une heure, où sont-ils? Je pense que c'est une des questions les plus vertigineuses qu'on puisse poser à propos du temps. C'est une question que d'ailleurs avait posée Wittgenstein dans le Tractatus, où il demande finalement où va le présent quand il devient passé et où est le passé. Posez-vous cette question, en y réfléchissant un petit peu, vous allez tomber dans des vertiges. D'accord ? Et ces vertiges-là vont rejaillir sur la conception que vous aurez désormais de la durée. On va rester ensemble, je ne sais pas, 1 heure ou 1 heure et demie, je ne sais pas. C'est quoi une heure? C'est quel genre d'objet? Est-ce que je peux la montrer? Est-ce que je peux vraiment la mesurer? Quel est le lien qu'il y a entre le début de cette heure et puis la fin? Où se fait la concaténation qui permet de parler d'une entité qu'on appelle la durée, etc. Vous pouvez multiplier les questions de ce type-là et à chaque fois tomber dans des questions pratiquement insolubles. Donc le temps, ça n'est pas la même chose que la durée. Mesurer une durée, ça n'est pas voir le temps. Et donc finalement, l'horloge n'est pas si parlante que ça. D'accord ? Alors, autre piège du langage, c'est celui qui consiste à confondre le temps et le devenir. C'est-à-dire, on va dire, il y a du temps qui passe ou il y a du temps en action s'il y a des changements qui se produisent. Si aucun changement n'advient, on dira que le temps ne passe pas. D'accord ? Donc on va mesurer l'intensité du passage du temps à l'aune de l'ampleur des métamorphoses qui s'y produisent. Donc c'est l'identification qui est souvent faite entre le temps et le devenir. Si rien ne devient, alors il n'y a pas de temps. Si quelque chose devient, alors le temps est en acte. Et c'est en fait cette idée qu'on retrouve dans tous les mythes anciens et qui finalement a sédimenté dans notre façon de parler du temps. Si vous lisez les mythes anciens qui racontent la naissance de l'univers ou sa genèse, la plupart commencent par cette phrase « Au début, il existait un monde originel qui perdurait sans être soumis au temps, et le temps, en fait, n'est entré en scène qu'au bout d'un certain temps. » C'est-à-dire le temps n'était pas là au départ. Il y avait un univers dans lequel le temps n'avait pas d'effet, ne créait pas de devenir, et puis tout d'un coup, le temps est apparu. Et ce temps est apparu pour amorcer une genèse, pour enclencher un processus, pour provoquer une évolution. D'accord ? Et donc, dans ces récits, que nous avons à peu près tous lus, je pense, le temps n'a pas pour fonction première de faire persister le monde. Il est identifié au devenir et non pas à ce qui maintient le monde dans la continuité d'un présent. Et donc,
on imagine dans ces mythes qu'il y a eu un monde stagnant, un monde que j'appellerais pré-chronique, qui a précédé le temps, celui-ci n'advenant que dans un second temps pour initier une trame historique. Alors j'ai fait une petite étude à propos de quelques grands mythes de l'humanité, du côté des civilisations indiennes et évidemment du côté de notre civilisation, la civilisation grecque. Et si vous regardez du côté du mythe grec, on vous explique qu'au début, il y avait le ciel et la terre, le ciel Ouranos, la terre Gaïa. En fait, le ciel avait été... je crois que le ciel avait été enfanté par la terre dans ce mythe. Et donc, il n'y avait que deux entités, le ciel et la terre, et le ciel était constamment couché sur la terre. Il n'y avait pas d'espace et pas de temps, nous précise le mythe. Il n'y avait pas d'espace, pas de temps, il y avait simplement le ciel couché sur la terre. Le ciel collait à la peau de la terre. Maintenant sur elle, dit le mythe, là je cite, une nuit continuelle sans cesser de s'épancher dans son sein. Bon, il faut traduire ça en disant que finalement la seule activité de Ouranos et Gaïa était d'ordre sexuel. De sorte qu'assez rapidement, Gaïa s'est trouvée grosse de toute une série d'enfants, qu'on a appelés les titans, qui ne pouvaient pas sortir de son ventre, puisqu'il n'y avait pas d'espace entre la terre et le ciel. Et donc ils restaient là où Ouranos les avait conçus. Et évidemment, à force d'accumuler en son sein des titans qui ne pouvaient pas en sortir, Gaïa finissait par gonfler, ne pouvait plus respirer, étouffait. Et elle a demandé à son dernier, j'ose pas dire dernier né, mais à son dernier embryon, si on peut dire, qui s'appelait Chronos, écrit avec un K, le dernier né donc, de l'aider à se débarrasser de son père. Et elle a donc fabriqué une serpe en or par laquelle ou avec laquelle Chronos a coupé les parties génitales de son géniteur, Ouranos, qui du coup a poussé un hurlement et s'est retiré, s'est éloigné de Gaïa dans son cri de douleur, il s'est retiré de Gaïa, et c'est ce mouvement de recul qui a créé l'espace. D'accord ? Donc c'est finalement en séparant le ciel de la terre que Chronos a créé l'espace. L'espace étant créé, les titans qui étaient confinés dans le sein maternel ont pu en sortir, à leur tour engendrer, donc créer du devenir, et ça a été la naissance du temps. Autrement dit, c'est l'émancipation de Chronos avec un K qui a permis la naissance de Chronos, écrit CH, le temps de la physique, le temps non pas du devenir, mais le temps de l'histoire, le temps de la durée, etc. Donc, vous voyez que, alors si vous relisez maintenant le mythe du Timée, vous trouverez des choses à peu près équivalentes. Si vous regardez du côté des mythes hindous, vous trouvez la même chose dans les Brahmanas. Je ne vais pas vous raconter le mythe, mais il y a quand même une phrase étonnante dans ce début du mythe des Brahmanas qui raconte la naissance du monde. Il y a cette phrase le temps à l'époque n'existait pas encore, mais l'œuf flotta aussi longtemps que dure une année. On a du mal à comprendre ces phrases. Il n'y a pas de temps, mais il y a des périodes qui durent une année. Ça veut dire que si cette année n'a pas produit de nouveauté, le temps n'y était pas. Mais pour nous, évidemment, dès qu'il y a de la durée, il y a du temps en action. D'accord ? Vous voyez que donc, il est important de voir que dans ces mythes, on confond le temps et le devenir. La thèse que j'essaierai de défendre, si vous voulez, c'est que le devenir, certes, présuppose le temps. Vous ne pouvez pas penser un devenir sans qu'il y ait du temps en acte. Mais que le temps lui-même n'implique pas le devenir. Par exemple, ça rejoint la phrase de Giono qui du coup prend un sens assez fort. Quand Giono dit le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. C'est comme ça que je l'entends, moi. Même s'il n'y a aucun devenir, par exemple, cette table, depuis que je suis là, elle n'a pas bougé, elle n'a pas subi de modification, elle n'a donc pas subi de devenir, n'empêche qu'elle a persisté à être là. Et donc, elle a été dans le temps. Le temps l'a portée depuis le début de ce cours jusqu'à maintenant. Et donc, il y a bien eu du temps en action, même si aucun devenir ne s'est manifesté. Donc, c'est vraiment important pour toute la suite de bien distinguer le temps du devenir. Et pour être plus précis,
Je dirais que la physique a pris soin de distinguer ce qu'elle appelle le cours du temps de ce qu'on appelle par ailleurs la flèche du temps. Le cours du temps et la flèche du temps, ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Le cours du temps désigne le fait que le temps passe, entre guillemets, puisque l'expression est problématique, mais disons le fait que le temps passe, et qu'en passant, il produit de la durée, et seulement de la durée. C'est-à-dire qu'en fait, il engendre la simple succession des événements, ou des instants même. Le temps engendre la succession des instants. Et ce faisant, il établit ce que nous appelons le cours du temps. En revanche, ce qu'on appelle la flèche du temps, ça renvoie plutôt à la possibilité qu'ont les choses ou les événements de devenir, c'est-à-dire de connaître au cours du temps des changements ou des transformations qui peuvent être irréversibles. D'accord ? Donc ce qu'on appelle la flèche du temps depuis Eddington 1929, si vous voulez, c'est une expression qui est mal nommée, parce que la flèche du temps, ça sera du moins ma thèse, ça n'est pas du tout une propriété du temps. C'est une propriété des phénomènes temporels. Il y a certains phénomènes physiques qui sont décrits par des équations qu'on appelle irréversibles, c'est-à-dire que quand vous prenez un système dans un état initial, vous le faites évoluer, eh bien, il va rejoindre d'autres états qui seront nécessairement différents de son état initial. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas retrouver l'état qu'il a connu dans le passé. Et c'est ça qu'on appelle un phénomène irréversible. D'accord ? Il y a d'autres phénomènes qui sont réversibles. Il y a certaines équations qui permettent à certains phénomènes de passer d'un état à un autre état différent, puis de revenir à l'état de départ. Mais en aucun cas, il ne leur est permis de revenir à l'instant de départ. Donc si vous voulez, le cours du temps s'applique à tous les phénomènes, tous les objets, etc. Il est l'interdiction de voyager dans le temps. Le cours du temps, c'est l'interdiction de retrouver dans le futur un instant qu'on a déjà connu dans le passé. Ce cours du temps est absolu et justement, comme nous le verrons, il se décline sous la forme de la causalité dont je parlais tout à l'heure. La causalité, c'est en fait l'interdiction de voyager dans le temps. C'est simplement ça. Et donc c'est la prise en compte du fait que le temps a un cours bien défini, qui n'est pas cyclique, de sorte que nous ne pouvons pas repasser par un instant au travers duquel nous sommes déjà passés. Là, vous pourriez me dire, ça c'est un principe de physique extrêmement bizarre, il se pourrait qu'il soit faux, etc. Et là-dessus, je vous précise que la causalité, c'est pas du tout une invention de physicien. Le premier qui l'a formalisé, c'est Leibniz. Ensuite, il y a eu Kant. Mais en fait, c'est une idée de Monsieur Lapalisse. Nous vivons tous avec l'idée que ce qui s'est passé hier ne pourra pas être défait en tant que vérité. C'est-à-dire que, certes, il y a eu des événements hier. Par exemple, j'ai renversé une tasse de café hier. Eh bien, j'ai pu nettoyer le sol avec une éponge et faire en sorte qu'aucune trace ne soit laissée aujourd'hui de l'incident qui s'est produit hier. C'est-à-dire que je peux annuler aujourd'hui les effets des événements qui se sont passés hier. Ça, c'est tout à fait possible, surtout si j'ai affaire à des événements réversibles. En revanche, il m'est impossible de faire que ce qui a eu lieu hier n'ait jamais eu lieu. Autrement dit, je ne peux pas modifier la vérité du passé. Le passé est une forteresse imprenable. Et ça, on a tout ça dans la tête. Personne n'a jamais imaginé qu'il pouvait changer le passé. Et d'ailleurs, quand vous regardez la théologie, même la théologie la plus audacieuse, genre Descartes ou autre, Descartes, il limite l'omnipotence divine. Dieu est tout-puissant, mais il y a un truc qu'il ne peut pas faire, c'est changer le passé. D'accord ? Autrement dit, un événement, il sera éternellement vrai qu'un événement qui a eu lieu a eu lieu. Vous ne pourrez pas rompre cette chaîne. Et c'est ça qu'exprime finalement la causalité, qui donc n'est pas tout à fait un principe de physique, mais est plutôt un principe qu'on pourrait dire premier, vraiment un principe que nous déclinons chacun à sa façon dans notre vie quotidienne et que les physiciens se sont appropriés en le déclinant comme on doit le faire dans chacune des théories qu'ils utilisent.
D'accord. Donc j'insiste sur cette distinction entre temps et devenir, parce qu'on en reparlera dans la suite, pour vous dire qu'on peut tout à fait avoir une physique qui soit euh, sans flèche du temps, mais on n'a pas de physique sans cours du temps. Prenez la physique de Newton, par exemple. Dans Newton, vous avez un cours du temps bien défini, le temps va du passé vers l'avenir, les voyages dans le temps sont impossibles, d'accord. Mais les équations de Newton sont réversibles. C'est-à-dire que les équations de Newton permettent, si un phénomène est régi par les équations de Newton, il va passer d'un état A à un état B, eh bien vous pouvez montrer assez facilement que les mêmes équations, c'est-à-dire les mêmes lois physiques, vont vous permettre de repasser de l'état B à l'état A. Simplement, vous ne pourrez le faire que plus tard. D'accord. Donc vous avez une physique dans laquelle il y a un cours du temps, mais dans laquelle il n'y a pas de flèche du temps. Et j'insiste vraiment sur cette différence, parce qu'il y a énormément de livres qui confondent cours du temps et flèche du temps. Peut-être que dans les théories futures dont parlera Marc Lachesseray, un jour on se rendra compte que la source du cours du temps et de la flèche du temps, c'est la même chose. C'est peut-être la causalité ou c'est l'expansion de l'univers, que sais-je. Mais en tout cas, aujourd'hui, il convient encore de distinguer ces deux notions, quitte à ce qu'on découvre un jour qu'elles sont en fait soit issues de la même origine, soit liées l'une à l'autre par des liens qu'on n'a pas encore découverts. Mais ne serait-ce que du point de vue du vocabulaire, il est vraiment important de distinguer. Le cours du temps, pour moi, ça évoque l'impossibilité de voyager dans le temps, ça évoque l'impossibilité de transmettre une information ou de l'énergie à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière dans le vide. C'est une autre façon de traduire le cours du temps. Ça évoque l'antimatière. L'antimatière, c'est quelque chose qui est directement lié au cours du temps, etc. Alors que la flèche du temps, bah, ça évoque le deuxième principe de la thermodynamique, ça évoque l'expansion de l'univers, etc. C'est deux choses complètement différentes. Donc vraiment, je vous incite à faire très attention au vocabulaire que vous utilisez ou que vous lisez. Par exemple, dans les livres de Prigogine, qui sont par ailleurs tout à fait respectables, il y a constamment la confusion entre cours du temps et flèche du temps. Hein, c'est pas parce qu'il y a pas d'irréversibilité dans un phénomène physique que le temps cesse de s'écouler. D'accord. Et ça m'amène à une dernière mise en garde, qui est la confusion entre le temps et le mouvement. C'est-à-dire qu'on a tendance à imaginer que pour qu'on puisse parler d'un écoulement du temps, il faut que cet écoulement se manifeste par le biais d'un mouvement dans l'espace. Et effectivement, toutes nos techniques pour mesurer le passage du temps, ou les durées plus exactement, elles se font par le biais d'une spatialisation des durées. C'est l'aiguille de la montre qui avance, c'est même la définition de la seconde, vous savez qu'elle est liée à une certaine longueur d'onde qui correspond à une vibration d'une onde électromagnétique émise par un certain type d'atome quand il passe d'un certain état excité à un autre, etc. Donc on a toujours mesuré les durées par le biais d'une spatialisation, d'un mouvement dans l'espace. D'où l'idée que s'il n'y a plus de mouvement, si rien ne bouge, alors le temps s'arrête. Et cette idée, on la trouve déclinée dans des tas de bouquins qui vous expliquent l'arrêt du temps. Il y a même des physiciens qui sont intéressés à la question, mais qui ont utilisé des stratagèmes un peu plus poétiques et un peu plus peut-être un peu plus sérieux que les autres que je déclinerai juste après. Par exemple, Schrödinger écrit dans ses carnets. Vous savez que Schrödinger était un type qui adorait les femmes. Hein. Il en avait plusieurs, même à la maison, ce qui pour un ancien théologien est quand même un comble. Mais il écrivait ceci. Il expliquait que pour arrêter le temps, il ne suffit pas d'arrêter les mouvements. Il faut en plus un baiser sincère. Et il écrit « Aimez une fille de tout votre cœur, embrassez-la sur la bouche, alors le temps s'arrêtera et l'espace cessera d'exister. » Les deux en même temps, ce qui est une prise en compte de la relativité restreinte, le couplage entre l'espace et le temps. Si le temps s'arrête, alors l'espace disparaît. Donc vous voyez que des physiciens se sont intéressés de façon un peu détournée à la question, mais il y a des gens qui ont écrit des livres de science-fiction que personnellement j'ai beaucoup de mal à lire, qui vous expliquent ce qui va se passer quand le temps va s'arrêter. Alors il y en a un que j'ai dans le collimateur plus que les autres,
6, donc c'est bientôt, hein. Un vendredi à 11h27 minutes 34 secondes, le temps s'arrête. Très bien. Raymond, c'est le nom du héros, sur un des trottoirs de la Grand Place, remontait justement sa montre. C'est pas de peau, le gars remonte sa montre, le temps s'arrête. Bon. Les aiguilles restent immobiles. Il secoue à nouveau sa montre. Les aiguilles restent immobiles. Les feux au carrefour ne changent plus, restant les uns rouges, les autres verts. Les automobiles, les autobus ne roulent plus figés. Le cycliste qui pédalait perd l'équilibre et tombe. Le temps s'est arrêté, mais il y a un mec qui pédale et qui tombe. Ouais. Donc, ça nous raconte que ce jour-là, à cette heure-là, le moteur du temps est tombé en panne sèche. Et le paradoxe, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que le monde continue à exister. Et le brave Raymond, dans ce monde où le temps s'est arrêté, peut encore y secouer sa montre. Et donc on nous demande dans ces bouquins d'accepter tout à la fois que le temps ne passe plus, que le monde continue à exister, presque comme si de rien n'était, parce qu'après il y a 200 pages, hein, et que dans ce monde où le temps s'est arrêté, les mouvements demeurent possibles, parce qu'il y a un type qui continue à pédaler. Il me semble que ça fait un peu beaucoup. C'est-à-dire que pour que le monde se maintienne, il faut bien qu'un temps soit là qui, en passant, le fasse durer. Même si dans ce monde plus rien ne se passe, même si plus rien ne bouge, le temps, lui, doit demeurer actif pour continuer à le faire être. Autrement dit, ce que j'appelle le temps, moi, c'est ce qui fait qu'il y a de la persévération. C'est ce qui fait que le monde persiste à être. À chaque instant, c'est lui qui fait que chaque instant va traverser le présent pour redevenir un nouvel instant présent. Et donc, je pense qu'on doit penser le temps de façon à ce que son arrêt véritable signifierait non seulement l'immobilisation de toute chose, mais aussi l'interruption immédiate du présent. Et qu'est-ce que c'est que l'interruption immédiate du présent ? Eh bien, c'est tout simplement la disparition de tout ce qui existe. C'est la chute dans le néant. Si le présent n'existe plus, dès lors que le présent est la seule chose qui nous soit présente, eh bien, il n'y a plus rien. D'accord ? Et donc, une telle néantisation instantanée et complète ravalerait n'importe quel apocalypse au rang de bluette. D'accord ? Autrement dit, un arrêt du temps serait un arrêt de mort du monde lui-même. D'accord ? Alors, quand je dis ça, je ne signifie pas, je ne veux pas dire que le temps ne s'arrêtera jamais. Peut-être qu'il s'arrêtera un jour, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais il se peut qu'il s'arrête un jour. Mais ce que je prétends, c'est que nous sommes incapables de penser ce que serait un arrêt du temps. Et encore moins d'écrire des livres là-dessus. Parce que penser un arrêt du temps, ça voudrait dire être capable de penser le néant. Ou la chute dans le néant, ce qui revient à peu près au même. Or, vous voyez que le néant, c'est quelque chose qui est impossible à penser. Puisque dès qu'on essaie de penser le néant, on lui attribue des propriétés qui font que justement, ça devient quelque chose. Et si ça devient quelque chose, ça n'est plus un néant. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est ontologiquement impossible à saisir. Et c'est pour ça d'ailleurs que, là je sors un peu du sujet, mais il y aura peut-être des questions sur l'origine du temps. Il faut que j'arrête. Hein. Bon, sur l'origine du temps, je pense que les physiciens et les scientifiques en général, quand ils parlent d'origine, sont dans une forme d'imposture. Parce que qu'est-ce que c'est que l'origine de quelque chose ? L'origine de quelque chose, c'est expliquer comment on passe d'un état où une chose n'est pas à un état où cette chose est. Que cette chose soit la vie, la conscience, l'univers, le temps, la matière, Dieu, etc. Donc c'est la transition entre le néant et l'être. Et j'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, on vous a parlé de l'origine de l'univers. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'origine de l'univers ? Prétendre parler de l'origine de l'univers, ça voudrait dire expliquer comment l'univers est né à partir de quelque chose qui n'est pas un univers. D'accord ? Et en fait, quand on vous raconte ça, on vous explique, en fait, l'univers, il est né du vide quantique. Mais est-ce que le vide quantique, c'est rien ? Ah bah non, c'est le vide quantique. D'accord ? Donc,
que vous en ayez conscience, on vous balance des cuisses de Jupiter. C'est-à-dire qu'au lieu de vous raconter une origine, on vous vend une généalogie, une naissance. Et en fait, cette origine qu'on prétend vous décrire, et là j'en veux beaucoup à certains collègues physiciens, ils sont au courant, n'ayez pas... Cette origine qu'on prétend vous vendre, en fait, c'est un achèvement. Cette origine, elle achève quelque chose qui l'a précédé. On vous explique par exemple que les particules ont acquis de la masse, donc on va appeler ça l'origine de la masse, mais à partir de tout un bidule qui était là avant, qui a fait qu'il y a une brisure spontanée de symétrie, qui a fait que les particules ont acquis de la masse. Et donc, ce n'est pas du tout une origine qu'on décrit. C'est une naissance, un enfantement, une généalogie, tout ce que vous voulez, mais ça n'est pas une origine. Et je terminerai peut-être là-dessus pour dire que, outre cette difficulté qu'il y a à saisir le passage du néant à l'être, et qu'on ne peut faire en fait qu'en ontologisant le néant, c'est-à-dire en disant, avant ce que je vais vous décrire, il y avait ce truc-là qui du coup n'est pas rien. Donc on a ontologisé le néant, on l'a rempli avec quelque chose. Pour ce qui est du temps, il y a une difficulté supplémentaire qui est que si on voulait décrire l'origine du temps, il faudrait la situer dans le temps. D'accord ? Donc on tomberait dans des apories que Kant avait fort bien évoqué dans ses prolégomènes à toute métaphysique qui voudra se présenter comme science, où il montre cette contradiction qui est que dès qu'on essaie de penser l'origine du temps, on tombe dans des apories qui font que la chose devient impensable. Alors, comme je suis... en fait, je suis malade, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis malade. J'ai du mal à trouver mes mots et je fais des lapsus. J'ai un peu improvisé. C'est peut-être pour ça que mon premier cours a été difficile pour vous à suivre. Mais la prochaine fois, je serai plus directif. Mais je préfère m'arrêter là pour laisser place à vos questions éventuelles sur ce travail d'effeuillage du temps que j'ai essayé de faire, qui consiste en résumé, même si ça n'a pas été clair, à montrer que le temps, ça n'est pas la durée, ça n'est pas le mouvement, ça n'est pas la répétition, ça n'est pas le devenir, ça n'est pas le changement, c'est simplement ce qui fait qu'il y a de la succession. Et dans le cours qui viendra la prochaine fois, j'essaierai de vous montrer comment, en physique, depuis Newton jusqu'à la théorie des supercordes, le tout en 1 heure, eh bien, on a essayé de penser ce temps qui produit simplement de la succession et comment la représenter mathématiquement. Et vous verrez que ce temps-là est un temps extrêmement différent du temps dont nous avons l'habitude, parce qu'il y a une chose qui est ce sur quoi je vais terminer, mais que j'ai oublié de dire et qui est important, qui est que nous avons tous l'impression que le temps physique est une notion très familière, très ancienne, etc. Et on a tous l'idée que depuis que l'humanité mesure les durées, le concept de temps physique existe. Eh bien c'est faux. On a mesuré les durées avec des gnomons, avec des clepsydres, avec des tas de machins, pendant des millénaires, sans que jamais quelqu'un ait besoin de forger le concept de temps physique. C'est Newton qui l'a formalisé, et comme vous le savez, la diffusion de ce concept n'a pas du tout été rapide ni universelle. Les Chinois, jusqu'à récemment, n'avaient pas de mots pour dire le temps physique. C'est-à-dire l'idée d'un temps linéaire, homogène, qui s'écoule uniformément, et dans lequel viennent se caser tous les éléments physiques de toute l'histoire du monde, c'est une notion qui n'a pas du tout la familiarité que nous lui attribuons dans nos conversations communes. Voilà, encore 1000 excuses pour mes hésitations, mais je vous remercie pour votre attention.